Et si la plus élégante histoire d'amour de Hollywood avait été bâtie sur des mensonges, l'exil et une gifle à 9000 mètres d'altitude? Sophia Loren rencontre Carlo Ponti lorsqu'elle n'a que 15 ans. Lui en a 37. Il est marié et déjà l'un des producteurs les plus puissants d'Italie. Ce qui suit est une bataille de plusieurs décennies contre l'Église catholique, des accusations de bigamie et un mariage secret au Mexique par procuration. Tandis que Cary Grant la suppliait de s'enfuir avec lui, elle choisit Carlo. Mais à quel prix? Ce n'est pas seulement une histoire de glamour. C'est une histoire de scandale, d'obsession, de trahison et d'un amour inoubliable qui a refusé de mourir. Déroulons la vérité derrière le mariage de Sophia, Loren et Carlo Ponti. Un amour né dans l'ombre. Tout commence en 1950, durant l'été étouffant de Naples. Sofia Villani Cicolone, 15 ans à peine, extrêmement maigre, maladroite et pauvre, s'inscrit à un concours de beauté local, à l'insistance de sa mère élevée par une mère célibataire dans la ville misérable de Puzzol, juste à l'extérieur de Naples. Sofia n'a connu que la dureté de la vie. Son père absent ne l'a jamais officiellement reconnue, et la honte d'être née hors mariage la suivait comme une ombre. Les habitants la surnommaient Stuzzicadenti, c'est-à-dire cure-dents, à cause de sa silhouette longiligne. Mais malgré ses insécurités physiques, il y avait quelque chose d'indéniable dans son regard. Une intensité, un feu. Ce concours, Miss Élégance au concours Miss Rome, fut l'endroit où elle rencontra pour la première fois Carlo Ponti. Il avait 37 ans, était élégant, couronné de succès, déjà une figure majeure du cinéma italien, et marié avec 2 enfants. Il n'était pas seulement un juge ce jour-là. Il était le portier d'un nouveau monde. En apercevant la jeune adolescente timide assise à une table avec sa mère, quelque chose se produisit. Il ne vit pas la jeune fille maladroite, mais la femme qu'elle pourrait devenir. Il lui envoya une note manuscrite l'invitant à participer officiellement au concours. Elle ne gagna pas, mais elle le captiva. Plus tard, Sophia confiera « Ce fut le coup de foudre pour nous deux ». Mais leur lien n'avait rien d'une romance instantanée. Ponti reconnut en elle un potentiel brut et prit Sophia sous son aile. Il organisa des cours d'art dramatique, l'aida à travailler sa diction et surtout lui donna la confiance nécessaire pour chasser ses doutes. Il contribua même à changer son nom, de Sofia Cicolone à Sophia Loren, convaincu qu'une nouvelle identité l'aiderait à conquérir la scène internationale. Pourtant, leur relation mentor-élève transportait un poids émotionnel que ni l'un ni l'autre ne pouvaient ignorer. Sophia, en manque d'affection masculine depuis toujours, trouva en Ponti une présence stable, rassurante. Il y avait quelque chose de paternel dans sa manière d'être, avouera-t-elle plus tard, et je n'avais jamais eu de véritable père. En 1954, le lien entre Sophia Loren et Carlo Ponti n'était plus quelque chose qu'ils pouvaient cacher, ni l'un à l'autre, ni au monde. Depuis 4 ans déjà, ils gravitaient l'un autour de l'autre. Carlo l'avait guidé, formé, cru en son talent avant tous les autres. Il dirigea son ascension dans l'industrie du cinéma italien avec un soin méticuleux, veillant à ce qu'elle passe de rôle mineur à une véritable star. Avec la Donna del Fiume, tournée durant l'été 1954, la sensualité et la puissance émotionnelle de Sophia éclatèrent à l'écran, et Carlo, désormais profondément lié à elle, professionnellement comme sentimentalement, pouvait à peine contenir ce qui n'avait jamais été dit. C'est là, en faisant la Donna del Fiume, que nous avons finalement compris que nous étions tombés amoureux, écrira plus tard Sophia dans ses mémoires. Notre intimité s'était transformée en amour. Mais leur bonheur était semé d'embûches. L'Italie, soumise aux lois strictes de l'Église catholique, ne reconnaissait pas le divorce. Le mariage de Ponti avec Giuliana Fiastri, bien que mort depuis longtemps sur le plan affectif, restait légalement et religieusement intact. Pire encore, Giuliana refusa d'abord d'accorder une annulation. Ils étaient coincés. Publiquement,
Ponti restait un mari et un père de 2 enfants. Privément, il était amoureux d'une jeune actrice qui n'avait jamais connu la chaleur d'un foyer. La tentation Grant. Puis, une nouvelle tempête arriva. Cary Grant. En 1956, durant le tournage de The Pride and the Passion en Espagne, Sofia rencontra Grant pour la première fois. Elle avait 22 ans, déjà une star en Europe, mais encore en quête de stabilité à Hollywood, lui en avait 52. Une légende aux tempes argentées, élégant, magnétique, apparemment inaccessible, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Dès leur rencontre lors d'une conférence de presse à Madrid, elle sentit l'intensité derrière ses manières de gentleman. Son élégance m'a coupé le souffle, se souvient-elle. C'était comme s'il était descendu de l'écran. Contrairement à d'autres hommes d'Hollywood, Grant n'était ni charmeur ni arrogant. Il était posé, discret, raffiné, et il tomba amoureux d'elle, totalement. Il la courtisa comme personne ne l'avait fait auparavant. Des mots doux, des bouquets de roses envoyés chaque jour, de longues conversations lors de dîners dans la campagne espagnole. Mais plus que tout, c'était le poids émotionnel de son affection qui la désarma. Il croyait qu'ils étaient des âmes sœurs, unies non seulement par une alchimie, mais par quelque chose de spirituel. « Tu seras dans mes prières », écrivait-il dans une lettre. « Si tu penses et pries avec moi pour la même chose et le même but, tout ira bien et la vie sera belle. » Leur connexion s'approfondit durant le tournage. Même Frank Sinatra, également au casting et encore meurtri par sa rupture avec Ava Gardner, remarqua la tension silencieuse et passionnée entre Loren et Grant. À la fin du tournage, le désir de Grant s'était transformé en certitude. Il demanda Sofia en mariage. Pas à la légère, pas en plaisantant. Il était prêt à quitter sa femme, Betsy Drake, et tout recommencer avec elle. Et pendant un instant, Sofia y pensa. Elle était profondément déchirée. Il y avait là Cary Grant, la royauté hollywoodienne, adorée par des millions de personnes, lui offrant une romance de conte de fées dont rêvent tant de femmes. Et pourtant, chez elle, il y avait Carlo, son rocher, son origine, son protecteur. L'homme qui avait vu son potentiel lorsqu'elle n'était qu'une adolescente maigre, au visage creux, sans père. L'homme qui avait construit sa carrière pierre par pierre. L'homme qui, malgré son mariage toujours légal, lui avait juré qu'un jour elle serait sa femme. J'étais très affectueuse avec Cary, avouera-t-elle des années plus tard. Mais je ne pouvais pas me décider à épouser un géant d'un autre pays et à quitter Carlo. Je ne me sentais pas prête pour un tel pas. Ce que Sofia redoutait n'était pas seulement le scandale, c'était de se perdre elle-même. Elle savait ce que l'Italie attendait d'elle, ce que ses racines exigeaient. Carlo comprenait ses attentes, lui aussi. Il appartenait à son monde. Cary, malgré tout son charme, n'y appartenait pas. Ainsi, dans l'une des décisions personnelles les plus dramatiques de sa vie, Sofia dit non à Cary Grant. Elle quitta l'Espagne et retourna auprès de Carlo. Cary, dévasté mais digne, continua à lui écrire. Dans une dernière note, il écrivit « Pardonne-moi, cher enfant, je te presse trop prie et je prierai aussi. Adieu, Sofia. Cary. » Ce ne fut pas la dernière fois que leurs chemins se croisèrent. Ils se retrouvèrent plus tard à l'écran dans Houseboat, un film initialement écrit pour Grant et sa femme. Lorsque Sofia fut choisie à la place, le plateau vibra d'une tension non résolue. La romance avortée flottait dans l'air entre les scènes, le réalisateur Melville Chavelson admit plus tard que ce fut un tournage difficile, non pas parce que les acteurs manquaient de professionnalisme, mais parce qu'ils étaient encore émotionnellement liés. Au final, Cary Grant tourna la page. Il se remaria. Mais il n'oublia jamais Sofia. Et elle ne l'oublia jamais. Pourtant, malgré tout, l'attirance émotionnelle, le glamour, les promesses d'évasion, Sofia choisit Carlo. Cary appartenait à un autre monde, dit-elle. Carlo était italien. Il était mon foyer. Exil et un mariage contre l'Église.
En 1957, Sofia et Carlo avaient déjà passé près d'une décennie à tenter de légitimer leur relation, prisonniers d'un labyrinthe légal et moral conçu, semblait-il, pour les séparer. L'Italie des années 1950 restait étroitement liée à l'autorité de l'Église catholique, le divorce y était illégal. Le mariage était sacré et définitif. Pour Carlo Ponti, un homme qui avait bâti sa réputation dans un pays où l'ombre du Vatican s'étendait jusque dans les tribunaux, l'idée de quitter sa première femme, Giuliana Fiastri, n'était pas seulement scandaleuse, elle était criminelle. Mais l'amour le poussa à la rébellion. Désespéré à l'idée de faire enfin de Sofia sa femme, Ponti chercha une solution hors d'Italie. Dans un geste aussi audacieux que désespéré, il obtint un divorce, rapide, au Mexique, un pays alors connu pour ses lois laxistes en matière de séparation. Pour finaliser le processus, Carlo et Sofia furent représentés par des avocats, ce qui signifia que la cérémonie eut lieu entièrement par procuration, sans présence du marié ni de la mariée. Le mariage, légal selon la loi mexicaine, fut célébré discrètement en 1957. Pendant un bref moment, Sofia crut que le cauchemar était terminé, mais leur joie fut de courte durée. Selon la loi italienne, le divorce mexicain n'avait aucune valeur. Giuliana Fiastri demeurait l'épouse légale de Carlo et le mariage de Sofia avec lui était considéré comme nul. Le Vatican, outré par cette défiance ouverte de la doctrine catholique, les qualifia de pécheurs publics. Carlo fut accusé de bigamie et risqua jusqu'à 5 ans de prison. Sofia fut officiellement inculpée de concubinage, le terme archaïque désignant une femme vivant dans le péché. Ils furent publiquement condamnés, leurs noms murmurés dans les sermons, leurs films dénoncés par les groupes conservateurs. Des avis furent même placardés sur les portes des églises à travers l'Italie, exhortant les catholiques à ne pas aller voir leurs films et à prier pour leurs âmes. « Ça aurait dû être une lune de miel », dira plus tard Sofia. « Mais tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir pleuré pendant des heures. » Incapables de vivre librement dans leur propre pays, ils fuirent l'Italie et cherchèrent refuge en France. Là, le couple commença une nouvelle vie en exil, loin de la chaleur du soleil napolitain. Ils devinrent citoyens français, une décision qui déclencha une nouvelle tempête dans la presse italienne, où ils furent accusés de trahir leur patrie. Pourtant, c'est uniquement grâce à la citoyenneté française que Carlo put enfin obtenir un divorce légal et épouser Sofia sans craindre la prison. Il fallut 8 longues années d'incertitude, d'humiliation et de séparation avant que l'épreuve ne prenne fin. En avril 1966, lors d'une cérémonie civile discrète à Sèvres, en banlieue parisienne, Carlo Ponti et Sofia Loren furent enfin mariés légalement. Après tant d'années d'attente, le moment semblait irréel. « J'avais du mal à croire que cela se produisait vraiment », écrivit-elle. « Dès que l'alliance a été glissée à mon doigt, j'ai éclaté en sanglots et je n'ai pas pu m'arrêter. Mais même dans la victoire, des blessures subsistaient. La seule chose que je regrette, avoua-t-elle des décennies plus tard, c'est de ne jamais m'être mariée en robe blanche. C'était le rêve de ma vie. » Le secret, les batailles juridiques, l'exil lui avaient volé la cérémonie féerique qu'elle avait imaginée enfant. Le mariage leur apporta la légitimité, mais pas la paix. Les paparazzis les traquèrent partout. Les tabloïds italiens s'acharnèrent sur leur différence d'âge, la décrivant comme une starlette manipulée par un homme plus âgé. Le Vatican continua de les traiter comme des parias, refusant de reconnaître leur union. Et, en privé, Sofia affronta son propre chagrin. Elle subit plusieurs fausses couches au fil des années, traversant des périodes de dépression et de douleurs physiques avant de devenir enfin mère. En 1968, à 34 ans, elle donna naissance à leur premier fils, Carlo Ponti Jr., à Genève, en Suisse. 5 ans plus tard, elle accueillit leur second fils, Edoardo, en 1973. Les 2 naissances arrivèrent après des années de traitement de fertilité et d'épreuves émotionnelles.
Lorsque j'ai enfin tenu mon fils dans mes bras, j'ai su que j'avais tout ce dont j'avais toujours rêvé, dira-t-elle. Pourtant, leur mariage ne fut pas exempt de turbulences. Un épisode tristement célèbre révéla le courant volatile sous leur apparente harmonie. Peu après leur mariage par procuration de 1957, lors d'un vol retour du Mexique, Sofia fit une plaisanterie innocente au sujet d'un bouquet de roses jaunes envoyé par Cary Grant. Son ancien admirateur Ponty, consumé par la jalousie et l'épuisement, lui donna une gifle en plein visage devant des passagers stupéfaits. Sofia fut humiliée et meurtrie, mais dans ses mémoires, Ieri, Oggi, Domani, elle décrit cet instant avec une tendresse désarmante. C'était le geste d'un homme amoureux qui avait vu son amour menacé. Pourtant, la douleur de cette humiliation publique laissa une cicatrice qui ne s'effaça jamais complètement. Les années 1970 apportèrent d'autres tempêtes. Le gouvernement italien accusa le couple d'évasion fiscale, les forçant une nouvelle fois à protéger leur réputation. Le chaos bureaucratique, les procès interminables et l'appétit de la presse pour le scandale semblèrent les poursuivre partout. Et malgré tout, Sofia ne vacilla jamais. Elle appelait Carlo son port sûr, le seul homme qui l'avait protégé d'un monde qui avait si souvent utilisé et brisé des femmes comme elle. Et malgré tout, la différence d'âge, l'exil, la condamnation morale, ils bâtirent ensemble un empire créatif. Ponty produisit plusieurs des plus grands films de Sofia, ceux qui la définiraient autant comme actrice que comme symbole de résilience. La Ciociara, réalisée par Vittorio De Sica, lui valut l'Oscar de la meilleure actrice, le premier jamais attribué pour un rôle en langue étrangère. Mariage à l'italienne, et hier, aujourd'hui et demain, consolidèrent son image de femme italienne par excellence, sensuelle, terrienne et digne. Leur collaboration était symbiotique. Carlo façonnait sa carrière avec précision, mais le talent et le charisme de Sofia rendèrent ses productions immortelles. Avec le temps, leur relation évolua au-delà du schéma mentor-muse. Ils devinrent des égaux, des partenaires non seulement dans l'art, mais dans la vie. « Il m'a donné de la stabilité », confiera-t-elle plus tard. « Je n'ai jamais vraiment eu de père. Il est devenu cela pour moi, mon professeur, mon rock, mon amour. » Quand les années 1980 arrivèrent, ils n'étaient plus des fugitifs, plus des scandales ambulants, simplement un couple dévoué vieillissant ensemble, marchant encore main dans la main après des décennies d'épreuves qui auraient brisé tant d'autres. Leur mariage, forgé dans le feu, avait survécu aux commérages, aux lois et même à l'Église qu'il avait autrefois maudit. Un amour qui a survécu à la mort. Lorsque Carlo Ponty mourut le 10 janvier 2007 dans un hôpital de Genève, des suites de complications pulmonaires à l'âge de 94 ans, ce fut la fin d'un chapitre tumultueux mais extraordinaire, non seulement dans la vie de Sofia Loren, mais dans l'histoire du cinéma. Après près de 6 décennies de vie commune, de partenariat, de passion et de batailles menées côte à côte, Sofia se retrouva soudain seule. Et aucune quantité de gloire, de récompense ou d'applaudissements ne pouvait combler ce vide. J'ai été très triste quand mon mari est mort, parce qu'on ne peut jamais guérir de ce genre de sentiments, confia-t-elle au magazine AARP. Chaque fois que j'y pense, il y a un moment de solitude, très fort. Mais c'est la vie. Malgré les années passées ensemble, le chagrin ne s'adoucit pas avec le temps, ça ne devient pas plus facile, dira-t-elle plus tard à Vanity Fair. Carlo me manque énormément, mon mari. Il était tout pour moi. Ma boussole, ma stabilité, mon plus grand soutien. Elle n'a jamais envisagé de se remarier. Pas une seule seconde. Non, jamais, répondit-elle avec conviction. Lorsqu'on lui demanda si elle aimerait à nouveau, « Je ne peux aimer personne d'autre. Carlo était ma vie. Il l'est toujours. » En tout point, Ponty resta son compagnon éternel, même en son absence. Après sa mort, Sofia trouva refuge non pas dans une nouvelle romance ou une vie sociale animée,
mais dans sa famille et dans les souvenirs qu'ils avaient été construits ensemble. Elle s'installa définitivement en Suisse, dans la maison au bord du lac à Genève, où ils avaient passé leurs dernières années. C'est là, au milieu des eaux calmes et du silence des montagnes, qu'elle vit aujourd'hui, âgée de 90 ans, après avoir récemment subi une grave chute qui lui a causé des fractures de la hanche et du fémur et nécessité une opération d'urgence en septembre 2023. Physiquement, l'âge l'a rattrapée. Elle marche désormais lentement et évite les apparitions publiques. Mais lorsqu'elle parle de Carlo, sa voix retrouve de la force. Ses yeux s'illuminent. Ses souvenirs, vifs et ardents, comblent le silence laissé par son absence. « Je le sens toujours avec moi », déclara-t-elle à la Repubblica. « Quand je regarde mes fils, quand j'écoute de la musique, quand je regarde l'un de nos vieux films, il est là. » Leurs fils, Carlo Jr. et Edoardo, sont son héritage vivant avec Ponti, et chacun a poursuivi la dévotion artistique de leur père. Carlo Ponti Jr., né en 1968, est aujourd'hui un chef d'orchestre de renommée internationale, basé aux États-Unis. Diplômé de l'Académie de musique de Vienne, il a travaillé avec des orchestres prestigieux de Los Angeles à l'Europe, et en 2014, il a fondé le Los Angeles Virtuosi Orchestra, dédié à l'éducation musicale. Il est connu non seulement pour sa maîtrise technique, mais aussi pour la discipline et l'élégance qui rappellent son père. Edoardo Ponti, né en 1973, a suivi un chemin différent. Un chemin qui l'a mené directement vers le cinéma réalisateur et scénariste. Il ramena Sophia Loren à l'écran en 2020 avec La vie devant soi, son premier grand rôle depuis plus d'une décennie. La production Netflix fut un succès critique, salué pour l'interprétation nuancée de Loren dans le rôle de Madame Rosa, survivante de la Shoah et ancienne prostituée qui développe un lien inattendu avec un jeune garçon. C'était un rôle imprégné de dignité, de douleur et de force, des qualités qui ont défini Sophia tant à l'écran qu'en dehors. Et ce fut un projet mu par la famille. Il connaît chaque centimètre de mon visage, de mon cœur, de mon âme, dit Sophia au sujet de son fils Edoardo. Il ne passe à la scène suivante que lorsque j'atteins ma vérité la plus profonde. C'est ce qui fait de lui un réalisateur et un fils extraordinaire. Edoardo, à son tour, l'accrédita de la même férocité qu'elle avait autrefois montrée sur le champ de bataille de l'opinion publique. À 84 ans, elle a tout mis en jeu, dit-il. L'émotionnel, le physique, le spirituel. Elle n'a jamais fait les choses à moitié, jamais. Dans La vie devant soi, on ne voit pas seulement une actrice jouer un rôle, mais une femme puisant dans toute une vie de douleur et d'amour. À bien des égards, le film fut une lettre d'adieu, à la carrière qu'il avait façonnée, à l'homme qui avait cru en elle, et au monde qui avait souvent tenté de lui arracher les deux. Aujourd'hui encore, la dévotion de Sophia envers Carlo est tissée dans tout ce qu'elle fait. Il inspire encore nos passions, dit-elle dans une interview discrète depuis Genève. Il nous garde unis dans sa mémoire. Cela ne change jamais. Malgré les fissures et les controverses qui ont marqué les premières années, le mariage par procuration, les menaces d'excommunication, la frénésie médiatique, Carlo Ponti avait été son socle. Grâce à lui, elle gagna non seulement une carrière, mais un nom, une famille, et le droit de vivre avec la dignité qui lui avait été refusée dans son enfance. Et malgré tout le faste et le glamour du monde, Sophia n'a jamais oublié d'où elle venait. La petite fille sans père de Pozzuoli, surnommée Cure-dents, dont la seule constante avait été l'amour de sa mère, et plus tard, celui de Carlo. Leur histoire n'a jamais été propre. Elle fut forgée dans le secret, le scandale et la douleur. Marquée par l'exil, la jalousie et plus d'un effondrement. Mais elle fut réelle, elle fut durable, elle fut indomptable. « On dit que le temps guérit », affirma un jour Sophia. « Mais je ne veux pas guérir, je veux me souvenir, parce que dans le souvenir, il vit. » Et vous,
Pensez-vous qu'un amour comme celui-là, imparfait, éprouvé, mais incassable, existe encore aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, laissez un like, partagez-la avec quelqu'un qui croit encore en l'amour contre vent et marée, et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.